Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, polémique du parrainage. Avec quel fichier électoral travaille le Conseil constitutionnel? Plusieurs candidats protestent, contestent l'invalidation de leur dossier. Des recours ont été déposés. Quel impact sur le calendrier électoral? Nous ferons le point. Trafic international de drogue, le Sénégal a-t-il suffisamment de moyens pour faire face aux narcotrafiquants? La disparition des 5 commandos de la marine a suscité l'émoi de la nation. L'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de forte consommation de drogue. Selon l'ONU, nous reviendrons sur cette question dans cette édition. Tension dans l'approvisionnement en riz. On est loin d'une pénurie, rassurent les services du commerce. Des importateurs soutiennent pourtant le contraire. Reportage à suivre. Et puis, avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, les Lions battent le Niger 1-0 à la dernière minute. Dans le même temps, les Lions de l'Atlas ont déjà rejoint la Côte d'Ivoire. Nous verrons cela dans la page des sports. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. À quel fichier se fier? Avec quel fichier électoral travaille le Conseil constitutionnel? Beaucoup de candidats se sentent injustement exclus de la présidentielle. Un collectif a déposé un recours ce matin. Explication à Alassane Ba. Mohamed Ben Diouf, Ismaïla Kamara, Mamadou Ndiaye, Cheikh Abdoul Mbaké, si présent, Cheikh Alassane Sen, Alioune Sarr. Ils sont tous membres du collectif des candidats spoliés de leur parrainage. Et c'est fait, le recours a été déposé au Conseil constitutionnel. Ils dénoncent des injustices flagrantes observées dans le traitement de leur dossier de parrainage. Nous avons eu tous des milliers de parrains qui ont été déclarés non identifiés dans le fichier électoral. C'est une première dans l'histoire du Sénégal, en termes de volume. Et puis il ne s'agit pas uniquement d'un problème des candidats. C'est-à-dire que quand nous avons fait le total, aujourd'hui, nous avons constaté que c'est près de 500 000 électeurs qui ne seraient pas dans le fichier électoral sur la base de l'information donnée par le Conseil constitutionnel. C'est ça qui est grave. 500 000 électeurs quand même pour un fichier de 7 millions, ce qui nous considérons que peut-être participeront au Sénégal peut-être maximum 5 millions d'électeurs, c'est 10% des électeurs potentiels qui n'ont pas voté. Le cas le plus manifeste est celui du candidat Mohamed Ben Diop, ce dernier qui a voté aux élections législatives de 2022 et qui n'a pas changé de lieu de vote, a été reconnu comme non identifié dans le fichier. C'est du jamais vu. Il a voté en 2022, lors de l'élection législative. Il n'a pas changé de bureau de vote. Et à ce que je sache, M. Diop, vous n'avez pas changé de patronyme non plus. Donc voilà notre cas zéro, qui s'avère être un candidat lui-même. Le collectif qui peine à comprendre les raisons pour lesquelles il ne peut pas disposer du fichier électoral exige des clarifications du processus de contrôle des parrainages et les membres veulent le rétablissement dans leurs droits. Tout cela n'est pas fortuit. Il y a une volonté manifeste de supprimer des candidats par cette méthode qui est une méthode inacceptable et intolérable et qui ne sera pas tolérée. Normalement, le fichier électoral doit être disponible pour que tout le monde puisse en disposer. Mais par exemple, ce qui est quand même bizarre, c'est que la Sénat a fait un communiqué pour dire qu'il ne dispose pas de la dernière version du fichier électoral. Il ne compte pas se limiter à un dépôt de recours au Conseil constitutionnel. Le collectif prévoit d'autres actions qui seront dévoilées dans les jours à venir. Alassane et le candidat Mohamed Ben Diop, le fameux cas 0, sera donc notre invité tout de suite dans Soir d'Info. La suite, frustrés, désabusés, consternés, 6 autres candidats vont eux aussi déposer un recours devant le Conseil constitutionnel suite au rejet de leur dossier sans contrôle. Selon ces candidats, tous auraient déposé des fichiers non inexploitables selon le Conseil constitutionnel. L'information avait suscité l'émoi de toute la nation. La disparition en mer de 5 commandos de la marine au cours d'une intervention ce vendredi contre des
trafiquants de drogue. L'Afrique de l'Ouest, jadis point de transit, est devenue une zone de forte consommation, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le Sénégal a-t-il suffisamment de moyens pour faire face à ces narcotrafiquants? Élément de réponse, Cher Diop. 5 commandos de la marine sénégalaise restent introuvables depuis le 5 janvier. Une disparition qui fait suite à l'arraisonnement d'un navire suspect de trafic de drogue. Selon la DIRPA, une action de sabotage avec l'ouverture des vannes pour effacer les preuves en serait la cause. Le colonel à la retraite tente d'expliquer pourquoi les narcotrafiquants veulent faire de Dakar une destination privilégiée. Ce qui explique cette situation est que l'océan Atlantique est actuellement le seul passage car l'océan Indien, avec une surveillance stricte, il est difficile de passer par là-bas. Donc les narcotrafiquants par Dakar, c'est pour cela que la marine est en permanence dans la mer pour affronter ces trafiquants. La montée en puissance de la marine, qui s'est dotée de patrouilleurs de dernière génération, a eu les effets escomptés avec des saisies records de drogue ces derniers temps. Si vous allez à la marine nationale, vous verrez des moyens sophistiqués de surveillance du plan d'eau. Et c'est ce qui permet, avec une présence permanente de la marine dans les eaux territoriales, ce qui permet quand même d'identifier tous les bâtiments suspects qui évoluent dans notre secteur, dans nos eaux territoriales. Cela dit, et chaque fois qu'il y a un élément suspect sur le plan d'eau, la marine intervient le plus logiquement. Mais je persiste à dire que dans la dernière décennie, l'armée sénégalaise s'est dotée de moyens sophistiqués, principalement la marine. Et si on va jusqu'à avoir des bâtiments lanceurs de missiles. L'ancien chef de la stratégie média de la DIRPA salue le professionnalisme de ses jeunes frères d'armes qui interviennent dans cette opération à haut risque. Bravo à nos djambars et que la lutte continue parce que l'insécurité elle est grandissante dans le pays et s'y ajoute le professionnalisme de nos djambars, de nos marins particulièrement. Après l'annonce de leur disparition le 5 janvier, les secours ont permis de sauver 7 éléments de l'équipe d'intervention et les 10 membres du bateau. Les familles des commandos ont aussi été informées. Reportage Pape Faraning, merci beaucoup. Consommation, la direction de la commerce écarte toute possibilité de pénurie de riz. Selon les services du commerce, des tonnes de la céréale sont en stock. Pourtant, des importateurs soutiennent le contraire. Voyons tout cela avec Cher Diop. Nous filons tout droit vers une pénurie de riz non parfumé. La situation climatique de l'Inde est passée par là. Une pénurie qui ne serait pas sans conséquences. Le problème, c'est l'Inde qui a un peu interdit les importations du riz, les exportations du riz non parfumé. Parce qu'ils se sont sentis menacés, parce que la production avec la sécheresse a chuté. L'Inde étant un pays quand même très populaire, qui a une population très élevée par rapport aux autres, et un pays tiers-mondiste, donc ils sont obligés de bloquer leur production pour satisfaire leurs besoins. Ce qui fait que donc, les problèmes se sont sentis immédiatement sur le marché. Mais le chef du service régional du commerce de Dakar ne partage pas cette position. Amadou Toubagnan renseigne que le Sénégal dispose d'un stock suffisant pour une durée de 5 mois. Les stocks qui existent au niveau des importateurs révèlent que nous sommes, pour le riz parfumé et non parfumé, aujourd'hui en stock de façon réelle, que vous pouvez aller vérifier. Nous sommes autour de 250 000 tonnes de riz présentement. La semaine prochaine, ils sont attendus des bateaux qui feront autour de 54 000 tonnes la semaine prochaine. Et en fin janvier, début février, on attend pour tous ces importateurs LDC, Moustapha Ndiaye et les autres, autour de 219 000 tonnes. Quand je vous en parle ainsi, c'est des bateaux en vogue. Il met en garde les commerçants sur le prix. Il n'est pas question d'une augmentation dans les jours à venir. La loi 2021-25 sur les prix et la protection du consommateur, de façon générale, pour les pratiques de prix illicites,
non-respect du prix plafond ou non-respect du prix plancher, a donné donc des pouvoirs aux agents du commerce intérieur pour pouvoir réprimer. Donc naturellement, une pratique de prix illicite fait toujours l'objet d'une répression, paiement donc d'une amende dûment constatée par une quittance. Pour des produits qui font l'objet de fixation ou d'objet d'homologation. Le gouvernement du Sénégal subventionne chaque année des milliards dans ce secteur. Toutefois, l'autosuffisance alimentaire doit être une réalité pour éviter toutes sortes de pénuries. Le riz, la céréale la plus cultivée dans le monde après le maïs, la base donc de notre alimentation. Et si vous avez du mal à mettre la main sur la bonbonne de gaz de 6 kg, eh bien c'est normal, cela est dû à un ajustement technique effectué par un des opérateurs suite à l'incident survenu, souvenez-vous, à Dieuppeul-Derklé. Voici à ce propos Amadou Toubagnan avec Charles Diop. Tension de distribution due en particulier à 3 facteurs. Premièrement, il y avait un opérateur qui avait eu des soucis techniques ayant déteint sur la production, et ce déficit de production-là a déteint sur les livraisons qui ont accusé un retard. Deuxièmement, avec les incidents qui se sont produits, les explosions de gaz à Derklé, à Ngor et à Yeumbeul, n'est-ce pas, il y a eu quand même un comportement de retrait systématique des bonbonnes, de rappel systématique des bonbonnes par l'opérateur concerné. Ça a contribué à la rareté du produit. Et puis, troisièmement, il y a l'épineuse question de l'interchangeabilité des bouteilles. Campagne arachidière à Touba, les opérateurs économiques réclament le soutien de l'État. Ils alertent les autorités sur leurs difficultés liées au financement et les tracasseries routières dans le sud notamment. Pape Balakaï. Mois après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, l'Association des opérateurs économiques de Touba continue de réclamer plus de soutien de la part des autorités pour relever les défis de la collecte et de la commercialisation de l'arachide. Fallou Diop est le chargé de communication de l'Association des opérateurs économiques de Touba. Touba est une ville où la plupart des jeunes se débrouillent avec leurs propres moyens pour développer cette activité de commercialisation de l'arachide. Le soutien de l'État est faible et ces jeunes méritent d'être soutenus. Avec le secteur de l'arachide, il y a plus d'une centaine d'emplois qui est créé. Sans soutien, les financements proviennent des institutions financières, mais le taux de remboursement est très élevé. Les tracasseries des contrôleurs économiques restent une situation qu'ils continuent de dénoncer. Fallou Diop invite par ailleurs les autorités en charge du commerce à davantage sensibiliser les agents sur le terrain, surtout du côté de Kolda. Nous avons toujours eu des soucis pour transporter l'arachide à Touba. Quand j'ai saisi le ministre du Commerce, il nous avait mis en rapport avec le directeur des chefs de service. Une note nous avait permis de travailler sans grande difficulté à travers le Sénégal. Cette année, le problème ressurgit avec le contrôleur de Kolda. Une quittance à 30 000 francs, c'est encore une charge de plus sur le dos des opérateurs. Le prix plafond du kilogramme d'arachide fixé à 280 cette année, dans le marché de Touba, le kilogramme est cédé à presque 350 francs CFA, malgré la présence chinoise, souligne le chargé de communication de l'Association des opérateurs économiques de Touba. Merci Pabala. Parlons pêche à présent. 500 licences ont été octroyées aux pêcheurs de Saint-Louis par la République islamique de la Mauritanie. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a procédé à la remise des licences à Saint-Louis du Sénégal. Le voici avec notre équipe. Licence de pêche attribuée au Sénégal par le gouvernement mauritanien. Et c'est l'occasion de mettre en évidence l'excellence des relations qui existent entre les deux pays frères, la Mauritanie et le Sénégal, sous la conduite éclairée des présidents Macky Sall et Ghazouani. C'est l'occasion aussi de remercier les autorités mauritaniennes pour leur compréhension, leur esprit d'équipe et le sens de la responsabilité qui les a poussés à accorder aux pêcheurs guet-naguiens ces licences. Mais ceci n'étonne pas, parce que le président Ghazouani a fait montre d'une énorme disponibilité.
Dans l'actualité également, l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a déposé un préavis de grève ce lundi, un préavis pour contester les lenteurs dans le respect du protocole signé avec le gouvernement en décembre 2022, un accord qui devrait renforcer les indemnités des travailleurs du secteur primaire, mais aussi la mise en place des fonds communs du secteur. Explication, Aminata Mbaresso. Un face-à-face avec les journalistes devant les locaux du ministère de la fonction publique, c'est dans ce lieu que le syndicat des travailleurs du secteur primaire a déposé un préavis de grève. Le gouvernement du Sénégal et le secteur primaire ont signé un protocole d'accord le 1er décembre 2022. C'est à la suite d'une longue grève de 3 mois pour protester dans un premier temps par rapport à la suppression de nos primes. Et cela, véritablement, a été à l'origine d'une signature d'un protocole qui stipule dans ce protocole qu'ils nous ont restitué donc la prime à hauteur de 60%, mais signé donc un protocole dans les 6 mois qui suivent pour mettre en place un fonds commun du secteur primaire. Une action pour protester contre la non-application des accords signés en 2022, des accords qui devraient faciliter la mise en place des fonds communs du secteur primaire. Les documents qui devront servir, c'est-à-dire les niches en question qui devront servir donc pour mettre en place les fonds communs, les sectoriels ont produit ce document. Maintenant, il s'est avéré que le directeur de la fonction publique, qui est le responsable de la commission, n'a pas convoqué la dernière réunion qui est importante pour poursuivre les travaux. La suite de ce préavis, une grève illimitée. Nous allons immédiatement et rapidement aller en grève pour paralyser le secteur primaire où il y aura des conséquences incommensurables dans l'économie de ce pays. Ce dépôt, énième action de l'intersyndicale du secteur primaire qui déroule depuis plusieurs mois un plan d'action pour être entendu, mais également pouvoir disposer de leurs fonds communs. À la une également, ce sinistre anniversaire. Il y a 1 an, le Sénégal était sous le choc suite à l'accident terrible de 6 kilos, village tristement célèbre. 45 personnes décédées sur le coup dans cette tragédie. Reportage d'Ayawabey. 12 mois sont passés, mais les souvenirs restent vifs dans la mémoire des habitants de 6 kilos. Ils sont marqués par la tragédie. 6 kilos est toujours en deuil. Je suis encore sous le choc. Il sera difficile d'effacer ces images de ma mémoire. Une nuit horrible et les souvenirs seront très difficiles à effacer des mémoires. Imam Karamoho Diaby décrit une situation inédite. Cette nuit-là, presque une trentaine de personnes mortes étaient allongées au bord de la route. Des blessés qui criaient parce qu'ils étaient coincés dans la voiture. Une situation vraiment catastrophique. Selon Imam Diaby, ce sont les habitants de 6 kilos qui ont secouru les premières victimes avant l'arrivée des agents de la 33e compagnie d'incendie et de secours, des sapeurs-pompiers de Kaffrine et des gendarmes. J'ai brusquement entendu le bruit des 2 voitures vers 3 heures du matin et ma première réaction avec les jeunes du village était d'aller sur les lieux pour aider les blessés avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent sur les lieux. C'était un moment inoubliable pour tout le village. L'accident de 6 kilos, une tragédie qui a touché les Kaffrinois et le Sénégal tout entier, poussant l'État du Sénégal à décréter 3 jours de deuil national et à prendre des mesures pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Ce 8 janvier, des séances de récital de Coran seront organisées à la mosquée de 6 kilos en guise d'hommage aux victimes de cet accident qui a occasionné plus de 40 morts et une centaine de blessés. Et le bilan officiel reste à 45 morts, même si des blessés auraient succombé à leurs blessures. Plusieurs rescapés, souvenez-vous, avaient été pris en charge à l'hôpital Thierno Biramdao de Kaffrine. Voici à ce propos le docteur Ibrahima Sow avec Ndayawapei. C'était une rude épreuve. Tout ça a fait que le cascade de prise en charge s'est déclenché, en tout cas de manière rapide. Pour les sapeurs-pompiers, ont commencé le tri déjà au niveau du lieu de l'accident. Donc,
ils ont amené les blessés qui avaient vraiment besoin de prise en charge urgente. Donc dès qu'ils sont venus aussi à l'hôpital, donc on les a accueillis au niveau du service d'accueil des urgences et la prise en charge a démarré. Les chiffres officiels, c'est ça. C'est 45. 15 minutes après leur arrivée à l'hôpital, il y a eu des décès. Maintenant, les autres sont décédés au cours du transfert. En tout cas, nous devons tous être responsables. Et tous les blessés graves, même les blessés légers, finalement, ils sont tous venus à l'hôpital parce qu'il fallait suivre, faire des certificats médicaux pour que l'assurance et tout, en tout cas, et les mesures administratives donc, puissent suivre. Donc, on n'a pas sorti un malade qui n'est pas hors de danger. Ça, il faut le comprendre comme ça. Tous les malades qui sont sortis après un avis médical. Il y a un comité qui sera mis en place pour voir le devenir, en tout cas, des blessés qui ont été pris en charge ici à l'hôpital initialement et qui sont partis parce que d'autres habitent loin. Donc, ce qui fait qu'on va suivre. Religion, ce dimanche, tous les enfants du diocèse de Thiès s'étaient donné rendez-vous au pied de Notre-Dame de l'Assomption de Mont-Roland pour la célébration de leur pèlerinage annuel. Des centaines d'enfants réunis autour de l'autorité diocésaine, son Excellence Monseigneur André Guéhi et son hôte Monseigneur Gérard Le Stan, le célébrant du jour, évêque du diocèse d'Amiens en France. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Un pèlerinage qui coïncide avec la fête de l'Épiphanie du Seigneur, bien souvent appelée fête des enfants. Ici à Mont-Roland, le rassemblement annuel a réuni tous ces enfants du diocèse de la région de Thiès autour du thème « Cœur ardent, pieds en chemin », un thème qui a bien inspiré ses autres paroissiens. Un cœur propre, sans tache, c'est un cœur saint, c'est un cœur ouvert et joyeux. Alors, cœur ardent, un cœur bon. C'est comme les marches. Ils ont vu une étoile, ils ont senti que Dieu veut leur dire quelque chose. Et ils se sont mis en chemin. Un cœur ardent, un cœur qui brûle pour Dieu. L'ardeur du cœur dont il est question ici est tout aux antipodes de ces états d'âme qui conduisent à l'expression de la violence. Mais attention, ce n'est pas un cœur qui brûle tout, hein. Ceux qui brûlent le pays, ceux qui font la violence, ce ne sont pas des cœurs ardents dont je parle. Ardent, c'est-à-dire tchofel. C'est seulement l'amour qui est dans le cœur. Seulement l'amour. Nous devons semer la paix et la joie autour de nous pour qu'il n'y ait plus de violence. L'appel est lancé aux enfants pour aller partager, montrer l'amour, la joie qu'ils ont en eux, comme les rois mages partis offrir des présents au petit Jésus pour manifester leur cœur ardent. Ça, c'est très important, les enfants. Aider d'autres enfants qui ne peuvent pas être là aujourd'hui parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils sont dans la guerre. Donc, ce que vous allez donner, on va le mettre ensemble et l'envoyer au pape François qui va distribuer ça à des enfants qui en ont le plus besoin dans le monde. Et c'est pourquoi on dit l'épiphanie, c'est la fête des enfants qui partagent. Le chrétien, c'est comme ça. Le chrétien aide les autres et pense aux autres. Et le cœur ardent à partager avec les plus pauvres que vous, avec les enfants malades, avec les enfants qui ont besoin de se soigner et qui ne peuvent pas. Et ces enfants, pour traduire leur solidarité aux enfants nécessiteux de ce monde, se sont généreusement mobilisés au moyen d'une quête destinée à des camarades dans l'indigence. Merci Daniel. Et puis un mot de sport avant de clôturer cette édition. Sachez que le Sénégal a battu le Niger 1-0, un match de préparation avant de rallier la Côte d'Ivoire. Le Sénégal qui a battu sur le fil, sur le gong même, les Nigériens. Match de préparation qui avait lieu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et puis le monde du football en deuil suite à la disparition du Kaiser
Frank Beckenbauer, le Kaiser, qui va donc rejoindre le professeur Zagallo, disparu lui, vous le savez, ce samedi. Frank Beckenbauer est donc décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans, ancien capitaine de la sélection allemande dans les années 1990. Il est parmi les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur, palmarès qu'il partage avec Zagallo et un certain Didier Deschamps. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le candidat recalé Mohamed Ben Diop pour Soir d'Info. La suite, à tout de suite.